tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Dans ce point lecture, on va parler de Love in 56K de Clémence Godefroy, L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas, Jemima Small de Tamsin Winter, je prononce vraiment très mal, le roman que je viens de finir, Victoria Mass, non, Le bal des folles de Victoria Mass, et enfin une BD, Le don de Rachel de Pandolfo et Risberg. Je vais commencer avec le roman que je viens de finir à l'instant, donc Le bal des folles de Victoria Mass. Donc vous avez un avis vraiment à chaud sur ce roman, mais je ne pense pas qu'il changera. Le bal des folles, ça raconte l'histoire de l'hôpital de la Salpêtrière, qui est un hôpital qui regroupe des femmes, que des femmes, qui sont jugées folles. Alors certaines ont vraiment des problèmes mentaux, mais d'autres sont enfermées tout simplement parce qu'elles sont gênantes pour la société. Par exemple, un homme qui désire se débarrasser de sa femme parce qu'il a une maîtresse, ou bien une famille qui souhaite se débarrasser de sa fille pour protéger sa réputation. Enfin, il y a plein de raisons, il y a plein de choses qui font que des femmes sont enfermées contre leur volonté pour des raisons qui sont tout à fait non recevables. On est dans les années... je sais plus à quelle époque ça se passe, c'est au 19e siècle je pense. Il me semble que c'est au 19e siècle, je ne sais plus. Ouais, en 1885. Donc voilà, alors les femmes qui sont enfermées contre leur volonté sous les prétextes tout aussi lugubres et douteux les uns que les autres, ça a vraiment existé et ça existe encore dans certains pays. Donc c'est un livre qui est extrêmement intéressant à ce niveau-là. C'est très bien écrit. Dans ce roman-là, on va suivre en particulier Geneviève, qui est une infirmière, et on va suivre, vous savez, je viens de le finir, j'ai oublié les noms, on va suivre Eugénie, voilà, Eugénie, qui elle va être enfermée contre son gré parce qu'elle voit des esprits. Ce côté fantastique, je ne m'y attendais pas du tout en m'engageant dans ce roman. Je lis très peu souvent les résumés et je ne sais pas si c'était indiqué ou pas. Mais voilà, au début ça m'a un petit peu déstabilisée et puis finalement je m'y suis complètement habituée et ça ne m'a pas dérangée, c'est juste que ça m'a un petit peu déroutée au début parce que je pensais qu'on allait vraiment rester dans du concret à 100%. Mais voilà, donc il y a un petit côté fantastique parce qu'elle voit vraiment des esprits et ça a un impact sur l'histoire. J'ai trouvé... alors c'est un roman très court, du coup qui se concentre très rapidement sur une internée et une infirmière. Et ce qui est bien, c'est que du coup on n'a pas de longueur, voilà, c'est très court mais ça fait son taf. On a tout ce qu'il nous faut, ça nous permet d'avoir une petite plongée rapide dans cet hôpital. Après, j'aurais pas dit non pour rester encore plus longtemps dans cet hôpital et mieux connaître les patientes, mieux connaître tout ce côté malsain, tout ce côté injuste d'enfermement de femmes. Mais voilà, pour ce roman-là, ça m'a pas dérangé que ce soit si court. Ça m'a fait beaucoup penser à la série Ratched qui est sortie sur Netflix l'année passée, ouais c'était l'année passée, sans le côté violence et lugubre à la American Horror Story qu'on connaît tous, qui est très présent dans Ratched. Ça m'a fait penser à ça parce que c'est à peu près la même ambiance, avec de nouveau des personnes qui sont enfermées contre leur volonté. Une infirmière en chef qui a un peu le même... Elle a pas du tout le même caractère que l'infirmière en chef dans la série Ratched, mais elle a un peu la même présence je trouve. Et un médecin qui me fait beaucoup penser également au médecin de la série. Bref, c'est un livre très féministe, qui montre donc à quel point on pouvait se moquer des femmes à l'époque et combien leur avis importait peu, et à quel point les hommes avaient une influence sur la vie des femmes en fait, dans leur quotidien, sur leur enfermement ou non. J'ai vraiment adoré ce roman et la fin, je m'attendais à ce qu'elle soit comme ça et j'étais trop ravie parce que c'est la fin que je voulais en fait. Je suis un peu sadique, je vous en dirai pas plus, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle fin qui sonnait justement juste, qui sonnait très juste. Et franchement c'est un roman qui se laisse lire tout seul. Attention trigger warning, il y a 2 scènes de viol
qui sont heureusement pas décrites de manière très détaillée, mais n'empêche qu'il y a de scènes de viol dedans. J'ai trouvé les personnages super touchants. Vraiment, on reste pas très longtemps avec eux, mais le peu de temps qu'on passe avec Eugénie, avec Louise et avec Geneviève, ça suffit en fait pour s'attacher à eux et pour être ému par leur histoire en fait. Voilà, c'était vraiment un roman très court qui se lit très rapidement, mais qui va me rester dans la mémoire parce que j'ai vraiment été conquise du début à la fin. Ensuite, on va parler de Jemima Small, un livre qui pour le moment fait un peu débat sur les réseaux sociaux parce que on traite de grossophobie et voilà, comme souvent quand on traite d'un sujet en particulier, il y a la question de légitimité sur laquelle je ne vais pas revenir dans ce point lecture, qui m'agace un peu, mais voilà, on va pas revenir là-dessus. Jemima Small, c'est l'histoire de Jemima Small, c'est son prénom et son nom de famille. Elle déteste son nom de famille parce que, comme elle le dit, je reprends ses mots, elle n'est pas small du tout, elle est grosse, voilà. C'est une jeune fille de 13 ans qui est grosse et qui le vit très mal parce qu'elle est harcelée à l'école en fait en raison de son poids. Et pas que à l'école, elle reçoit régulièrement des remarques, que ce soit des vendeuses ou bien au restaurant par rapport à ce qu'elle mange. À un moment, elle va manger une pizza et il y a des clients qui se permettent de faire une remarque sur son choix alimentaire. Enfin voilà, il y a plein d'harcèlement au quotidien qu'elle peut subir qui sont complètement ahurissants. Et donc Jemima, en fait, elle ne se définit pas que par son obésité. Elle est également très intelligente et elle va vouloir participer à une émission télé qu'elle regarde chaque année, donc elle est complètement fan, mais en fait elle va hésiter à s'inscrire parce qu'elle a peur du regard des autres et elle a peur qu'en passant à la télé on se moque d'elle et qu'elle subisse encore plus de harcèlement que ce qu'elle peut déjà subir. C'est ce que j'ai aimé d'ailleurs à propos de ce roman, c'est qu'on ne se limite pas au caractère grossophobe au caractère d'obésité du personnage. Jemima, elle n'est pas seulement grosse, elle est également intelligente, elle a des qualités, ce n'est pas un personnage qu'on caractérise uniquement par son poids. Et je l'ai trouvée vraiment très touchante. J'ai adoré suivre, enfin adoré, j'ai beaucoup aimé suivre ses pensées. C'est une personne très mal dans sa peau, qui vit extrêmement mal le harcèlement, ce qui est parfaitement normal, qui subirait bien le harcèlement. Et on sent que tout ça la pèse au quotidien, elle s'empêche de vivre, elle s'empêche de faire énormément de choses, elle veut tout le temps rester cachée, il y a des jours où elle veut même pas aller à l'école tellement elle a du mal à assumer son poids. C'est en même temps une personne très drôle dans certaines de ses réflexions. Comme je vous le disais, elle est très intelligente, mais du coup ce qui est assez drôle, c'est qu'elle prend au pied de la lettre toutes les insultes qu'elle peut recevoir. Donc par exemple, quand on la traite de grosse baleine, elle va reprendre des faits scientifiques pour contredire les insultes qu'elle reçoit des gens. Ça c'était assez mignon comme trait de caractère. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié, qui est très creusé je trouve, et qui fait du bien, même si clairement ce qu'elle vit n'est pas positif du tout. J'ai trouvé également les adultes assez intelligents, pas tous les adultes, mais la plupart des adultes assez intelligents dans l'histoire, dans le sens où ils se remettent en question. C'est-à-dire qu'ici la présence adulte autour de Jemima, c'est son papa. Son papa qui par moments peut sortir des réflexions pas toujours très futées, mais il se remet régulièrement en question et on voit ce personnage évoluer petit à petit. Et j'ai trouvé la relation entre Jemima et son papa très jolie, très belle. Jemima évidemment c'est une adolescente, donc elle est constamment en rébellion contre son père, mais on voit quand même qu'ils ont une belle complicité et c'est vraiment une très belle relation. Alors j'ai été choquée à plusieurs reprises par toutes les insultes que pouvait se prendre tout le temps Jemima, et surtout par le manque de compréhension en fait que peuvent avoir les personnes autour d'elle, notamment les adultes et les profs, sur ce qu'elle peut subir et sur des situations qui peuvent la mettre extrêmement mal à l'aise et qu'ils n'ont pas l'air de comprendre que ça peut la gêner. Par exemple, à un moment,
l'école va demander à peser tous les élèves et donc il y a un prof qui a la sublime idée de peser tous les élèves devant toute la classe et de comparer leur poids au poids des bananes en fait. Jemima à ce moment-là, elle se sent évidemment hyper mal à l'aise, elle a pas envie de se peser devant toute la classe et le prof à aucun moment ne se dit je vais peut-être aller discuter avec elle et peut-être éviter tout simplement de la peser devant toute la classe. Déjà l'idée de peser les enfants, peu importe leur poids devant tout le monde, moi ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais voilà, pour elle, à ce moment-là, je me suis sentie mais tellement mal pour elle et j'ai pas compris, enfin je ne comprends pas que le prof ne puisse pas comprendre son malaise. À un autre moment, il y a autre chose qui m'avait un petit peu crispée, c'est qu'on crée une espèce de club qu'ils appellent le club des gros. Alors c'est les élèves qui appellent ça le club des gros, hein, pas l'établissement scolaire. Mais donc ils rassemblent tous les enfants en surpoids de l'école pour... de la manière dont la directrice explique, c'est pour surtout leur apprendre à mieux manger, à bouger, etc. Ça m'a un peu crispée parce que c'est encore une manière, je l'ai perçu au début, comme une manière d'encore exclure les enfants et d'encore plus les transformer en cible pour les personnes jugées normales. Au final, la coach dans ce club est vraiment très intelligente. Alors elle parle énormément de bouffe et de sport, mais surtout, heureusement, elle a un côté très psychologique et elle fait beaucoup de bien à ses enfants en leur apprenant en fait tout simplement à prendre confiance en eux, et c'est au final le plus important. Et finalement, du coup, ce club, et ça c'est Steph qui m'a permis de voir ça comme ça, permet aussi à ses enfants de se rassembler et de montrer qu'ils ne sont pas les seuls à subir ce qu'ils subissent et qu'ils ne sont pas seuls en fait à être en surpoids, que c'est pas, ils sont pas en surpoids ou gros tout simplement, qu'ils ne sont pas seuls au monde et que d'autres gens peuvent ressentir ce qu'ils ressentent tout simplement. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à l'apprécier et au final j'ai trouvé l'histoire très chouette, très dynamique et très prenante, on s'y ennuie pas une seule seconde et j'ai adoré le personnage de Jemima. Je viens vous parler maintenant de L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas. Alors L'horreur de Kill Creek, c'est un livre d'horreur qui nous fait suivre 4 écrivains de livres horrifiques qui vont se retrouver dans une maison hantée. Donc c'est la maison de Kill Creek, elle s'appelle Kill Creek, je ne sais plus. Bref, dans une maison réputée hantée au Texas pour y faire une interview. Évidemment, ça va mal tourner, on s'y attend. Alors, dans ce roman, j'avais vraiment envie de flipper. J'ai pris ce roman parce que j'avais envie d'avoir peur, et clairement au début, alors en plus je le lisais toute seule chez moi le soir, parce que je dormais la nuit seule. C'était pas une bonne idée, parce que dès le début, vraiment, on a des passages très effrayants qui nous plongent directement dans l'ambiance, mais vraiment les premiers chapitres, quoi. Et il y a vraiment comme ça quelques scènes qui m'ont fait frissonner, qui m'ont donné la chair de poule. Malheureusement, cette peur ne s'étend pas sur tout le bouquin. Au bout d'un moment, le soufflet retombe et on a des moments très creux qui font que mon niveau de stress, mon niveau d'angoisse a énormément baissé et il n'est jamais remonté au même niveau qu'au début. Surtout qu'au bout d'un moment, on passe plus dans un côté violent qu'un côté effrayant. Et ça, je déplore un petit peu. Après, la fin est très... elle fait vraiment froid dans le dos. Mis à part ça, c'était bien écrit, ça se lire tout seul. J'ai juste trouvé qu'il était trop long. Je pense que si ce roman avait été un peu plus court, j'aurais pu vraiment avoir ce que je voulais dans ce roman. Parce qu'on aurait eu moins de scènes plus plates, plus lentes. Et on aurait peut-être plus de scènes dans la maison, parce que toutes les scènes en dehors de la maison m'ont un petit peu ennuyée. Ensuite, on va parler de Love in 56K de Clémence Godefroy, dans lequel on va suivre Erika, qui est une adolescente qui va un jour tomber sur un roman pour ados qui fait énormément penser à Harry Potter et qui va devenir complètement fan de ce roman. Elle va vraiment se passionner, elle va devenir un peu une geek et devenir complètement accro à ce roman au point de lire toute la nuit pour terminer. Ça m'a fait vraiment penser à la relation que j'ai pu avoir à Harry Potter quand j'étais jeune. À côté de ça, on a sa petite vie d'adolescente, ses petites histoires d'amour, etc. qui accompagnent le roman. Ce qui le rend un peu spécial, c'est que ça se passe dans les années 90-90, donc à la fin des années 90. Et donc,
Internet n'était pas du tout ce que c'était maintenant. Au début, j'avais pas tilté directement qu'on n'était vraiment pas à notre époque, et du coup, je tiquais sur certaines choses et je me disais, tiens, mais c'est bizarre, pourquoi elle ne va pas sur son téléphone chercher l'info sur internet ou quoi, mais en fait, voilà, après, je me suis vite rendu compte que c'est normal parce qu'elle ne vit pas du tout à la même époque que nous. Du coup, ça apporte vraiment un côté très intéressant au roman parce que déjà, j'ai appris des choses que j'ignorais, notamment le fait qu'on ne pouvait pas à l'époque avoir accès au téléphone et à internet en même temps. Donc à un moment on a Erika qui est sur son ordinateur et son papa qui lui crie dessus parce qu'il ne peut plus, parce que la ligne téléphonique est coupée parce que voilà, elle est occupée sur internet. Donc ça c'était assez comique. Et on a aussi du coup toute cette relation geek qu'on peut avoir à notre époque, mais avec un rapport à internet très différent, dans le sens où du coup Erika elle aimerait discuter de sa passion pour la saga, comment elle s'appelle la saga, Les Sorciers de Bellwood, avec d'autres personnes parce que à part sa petite sœur elle n'a personne à qui en parler, et encore avec sa petite sœur elle en parle pas vraiment. Nous à notre époque on y reste tout simplement très facilement sur internet pour en discuter. Elle n'a pas accès à internet chez elle en fait, du coup elle va intégrer un peu ces forums de discussion, et de fanfiction aussi, elle va commencer à écrire des fanfictions, etc. Mais de manière très sporadique parce qu'elle n'a pas un accès quotidien à internet, et du coup ça la frustre énormément parce qu'elle aimerait bien beaucoup plus discuter de ce sujet et beaucoup plus s'impliquer sur ces forums, sauf qu'elle ne peut pas tout simplement parce qu'elle manque de cet accès. Alors, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment apprécié également la relation entre la sœur d'Erika et Erika elle-même qui est vraiment très touchante, dans le sens où elle est par moments conflictuelle mais souvent elle est très positive. Ce qui est assez rare je trouve dans les romans jeunesse où on a souvent des relations conflictuelles entre parents et frères et sœurs. Par contre, quelque chose qui m'a dérangée, c'est que ça m'a fait énormément penser à Fangirl. J'avais l'impression en fait tout simplement de lire Fangirl, donc de Rainbow Rowell, à une époque différente. Parce qu'on a vraiment ce côté fanfiction, Harry Potter, geek. Dans Fangirl, le personnage est fan d'Harry Potter et écrit des fictions sur Harry Potter. Ici on ne nous parle pas d'Harry Potter, mais clairement les Sorciers de Bellwood, c'est un clin d'œil à notre Harry Potter en fait. C'est vraiment... on a énormément de similitudes, tant au niveau de l'histoire qu'au niveau du côté vraiment fan des personnages. Ce qui m'a fait penser à Fangirl également, donc outre les forums de discussion, outre les fanfictions, on a plein d'extraits du livre des Sorciers de Bellwood qui apparaissent dans ce roman. Et dans Fangirl, on a plein d'extraits également de la fanfiction du personnage principal, j'ai complètement oublié son nom. Du coup ça vraiment j'avais l'impression en fait de lire un fangirl mais français, à une époque différente. Et ça m'a dérangée parce que du coup c'était pas du tout original, et ayant adoré Fangirl, j'ai trouvé que Fangirl, je vais dire 50 fois le nom, était bien mieux écrit, bien mieux construit, bien que Clémence Coffroy a écrit très, très bien, mais que Love in 56K. Donc voilà, j'ai bien aimé le roman, mais pour moi j'avais l'impression vraiment de lire un deuxième Fangirl, et moins bon malheureusement. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment dérangée ici. Mis à part ça, c'est très chouette, ça se lit très vite, et voilà, c'est un petit roman sur l'adolescence, sur l'amitié, sur les premiers amours, qui se laisse lire tout seul et qui est très divertissant. Enfin, j'ai lu la BD Le Don de Rachel, qui est une BD très originale. Elle raconte l'histoire de Rachel, qui a un don, qui donc a le don de pouvoir tout simplement lire les gens, lire à travers les objets, l'époque, le temps. Vraiment, elle est capable de percevoir des choses qui sont hors de sa portée. Et donc, elle va être un peu un phénomène de foire. On va assister à de nombreux spectacles de Rachel où les gens tentent de lui faire deviner des choses qu'elle devine à chaque fois. Elle est perçue par certains comme une sorcière, par d'autres comme une personne exceptionnelle. Elle va intriguer énormément. Au bout d'un moment, elle va plus en pouvoir et elle va disparaître du jour au lendemain. Ensuite, on saute à une autre époque, on fait un saut dans le temps, à une époque qui se rapproche plus de la nôtre, mais je ne sais pas exactement si c'est dans les mêmes années que nous. Mais bref, c'est notre époque plus ou moins.
Là on va suivre Liv qui est une metteuse en scène et qui est en train d'organiser un spectacle de danse professionnel. Hein. J'ai l'impression qu'on parle d'un spectacle de danse pour enfants là. Non, vraiment un ballet. Voilà, c'est le mot. Ayant pour thème Rachel. Et on va suivre également une photographe, Victoria, je sais plus son nom, mais une photographe qui est également liée à Rachel par son métier et par autre chose également. C'est une BD assez spéciale, du coup très originale, avec enfin vraiment qu'on ne voit pas, c'est un sujet qui n'est pas du tout courant. J'ai beaucoup aimé la partie sur Rachel, j'ai un peu moins été emballée par la partie avec la photographe et la metteuse en scène parce que c'était vraiment l'histoire de Rachel qui m'intéressait ici en fait. Ce que j'ai bien aimé c'est ce côté cirque, on n'est pas dans un cirque mais voilà, très voyeurisme et très... on est dans le spectacle, on veut voir des choses qui sortent de l'ordinaire et on sent vraiment à travers les dessins et à travers le scénario cette ambiance pesante, cette ambiance mystérieuse et on est vraiment dans une dynamique très spéciale. Il y a des planches où on sent cette excitation, ce côté... ce sont les scènes où les gens sont au spectacle et on a vraiment l'impression d'être tout d'un coup dans une atmosphère étouffante, ce que peut ressentir d'ailleurs Rachel à ce moment-là. Je trouve que la BD retranscrit énormément bien les émotions. On sent vraiment à chaque planche les émotions que peuvent traverser les personnages, c'est super bien retranscrit. Les dessins sont très simples. Vraiment, il y a très peu de décors. Bon là je sors justement sur un truc avec plein de décors, mais outre ces quelques paysages avec des grands décors, la plupart sont très simples en fait. C'est un trait de crayon très brouillon, mais je le dis pas méchamment. Mais voilà, vous voyez, on n'a vraiment pas beaucoup de décors. On se concentre surtout sur les personnages et je trouve que vraiment les traits les dessins retranscrivent à merveille et les couleurs sont parfaites, elles retranscrivent très bien l'état d'esprit de la BD et ce que les auteurs voulaient faire dégager comme message. Dans la deuxième partie, on est plus cette fois dans l'art plutôt que dans le spectacle. Enfin, on est dans le spectacle, mais je veux dire moins dans le voyeurisme et dans le côté bête de foire qu'on peut avoir dans la première partie. Donc on est dans l'art à travers la photographie et à travers la danse. Et on a un côté un petit peu sororité parce qu'on va se rendre compte du coup que les deux personnages qu'on suit par la suite sont très touchés par l'histoire de Rachel et il y a un lien entre elles. On voit qu'elles sont très intéressées par son histoire et que c'est un personnage qui les marque beaucoup, qui les a beaucoup marquées. Voilà, c'était vraiment une chouette BD que j'ai beaucoup appréciée et qui se lit toute seule, qui sort de l'ordinaire et que je vous conseille. C'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo et surtout à laisser des commentaires, je serais ravie de discuter avec vous. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Voilà, on se retrouve en commentaire avec grand plaisir et surtout on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!